Bon, ben, bienvenue monsieur dans ce premier numéro du BHB Business. Donc on a toujours un plat de BHB là pour vous rappeler que le business est décortiqué, décrypté autour d'un BHB de manière décontractée. Donc on a décidé qu'on ferait plusieurs formats, hein, des formats toujours relax, à l'intérieur, parfois à l'extérieur. On trouvera toujours des spots intéressants. Voilà, toujours la même équipe pour discuter un peu de tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui a occupé les médias ces derniers temps. Donc je suis toujours avec Stéphane, un autre monsieur industrie et énergie. Donc il va nous éclairer sur tous ces aspects-là parce qu'on n'est pas toujours... on n'est pas toujours au fait des dernières actualités là-dessus. On a Loïc Panjo qui est notre monsieur finance, financement structuré, tout ce qui est tech, equity, dette, tous ces mécanismes, voilà. Tout ce qui est un peu compliqué là, vous allez voir, avec lui ça va être beaucoup plus simple. Attention, parfois c'est si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Ce sont les gens de la BCE. Et puis bon, ben moi, je suis monsieur innovation, start-up, et on verra ce que... cette saison vous promet beaucoup de bons sujets. Bon les gars, on ne perd pas de temps, on a décidé de faire un format d'une heure. On va commencer par un truc qui nous inquiète. Hein, on va parler d'abord finance parce que on est un continent qui a de grandes difficultés et on ne comprend pas pourquoi. Pourtant on est riche. On nous dit toujours qu'on a un sous-sol qui est riche. Et pourquoi est-ce que nos économies peinent à décoller? Pourquoi est-ce que nos États ont du mal à se financer? Et surtout, pour nous ici en Afrique centrale, pourquoi est-ce que ces États font défaut, hein, Loïc? Dis-nous un peu. Ils sont si mauvais que ça, nos dirigeants? Bon, déjà, je pense qu'il faut déjà situer un peu le contexte. Hein. Les États ont eu, depuis un peu moins de 10 ans, une très belle innovation, c'est que le marché de la BEAC se comporte de manière un peu comme un marché de liquidité. Donc les États peuvent emprunter, mais les États n'empruntent pas directement à la BEAC. Ce qui peut être aussi un problème, parce qu'on a vu que quand il y a eu la crise de la dette en Europe, ça a été réglé par le fait que la BCE pourrait faire des interventions directement et prêter aux États sans passer par les marchés financiers. Donc ça permettait de réduire un peu le coût de l'endettement. Alors ici, dans la CEMAC, donc la communauté monétaire d'Afrique centrale, le marché est plutôt organisé autour des émissions d'instruments de type OTA, les obligations de trésor assimilables ou bien des bons de trésor assimilables. Le bon de trésor, il est sur une année, l'obligation de trésor, elle peut aller jusqu'à 7 ans, 7-10 ans. Donc du coup, chaque État émet ses obligations et les partenaires qui sont les banques, hein, les spécialistes des valeurs de trésor, ils les récupèrent pour soit les acheter directement, donc et donner la liquidité aux États en fonction du risque, et ou bien même tout épargnant peut aujourd'hui aller directement auprès de sa banque, acheter un bon de trésorerie ou bien une obligation de trésor émise par un État. Ce qui fait que l'État se finance auprès des banques, auprès de l'épargne, auprès des assureurs et auprès de tout. Est-ce que les citoyens, les Camerounais, est-ce qu'ils savent qu'ils peuvent acheter des OTR? Est-ce que c'est UG ça? Les gens achètent des terrains, est-ce qu'ils achètent des OTR? Bon, déjà, ce qui est très vieux, comme le monde, dans le financement des États, c'est les bons de trésor. Les citoyens ont toujours acheté depuis le temps les bons de trésor auprès du ministère des Finances. Donc aujourd'hui, ça se fait auprès des banques. Donc, normalement, à chaque fois qu'il y a une sortie d'un État, les banques doivent informer les différents gros épargnants que bon, vous avez une option à 7% sur, par exemple, l'État du Tchad, vous avez l'État du Cameroun qui est peut-être aussi là à tel taux. Et il y a aussi le marché de la décote. Il faut savoir que pour les États qui sont moins bien notés, c'est le cas du Tchad, du Gabon, de la RCA,
ces États font une décote. C'est-à-dire que, par exemple, si vous leur prêtez 1 milliard, ils vous font une décote de parfois 5%. C'est-à-dire qu'ils ne prennent que 950 millions et les 50 millions, vous les intégrez dans votre revenu. Donc, ce qui fait que ça vient en plus de la rémunération de l'obligation. Celui qui fait qu'une obligation qui est à 5%, si vous intégrez la décote la première année, vous avez possiblement 10%. Donc ça fait des solutions de gestion d'optimisation de trésorerie et d'investissement assez intéressantes, des opportunités d'investissement. Ah, c'est quoi le problème? Pourquoi on n'est pas développé avec tout ça? Pourquoi on n'est pas un petit Dubaï? Alors, ça c'est juste le financement du budget. Quand un État dit je fais un budget, comme le Cameroun dit je fais un budget à 8 000 milliards, il dit que je vais les financer comment? J'ai des recettes fiscales par exemple qui vont faire 4 000 milliards. Les autres 4 000 milliards, je vais aller emprunter. Donc, parmi les 4 000 milliards d'emprunts, il y a une partie qui va aller sous forme de BTA et une partie en forme d'OTA et une autre partie par des financements extérieurs en devise. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'il mobilise tout son budget que l'État a forcément réalisé ses investissements. Il va affecter de l'argent sur les routes. Il faut que ceux qui sont chargés de faire les routes vérifient que les routes sont réellement faites. Et il y a aussi la problématique des affectations budgétaires. Ce n'est pas parce que l'argent est affecté qu'il arrive forcément. Parfois, il est un peu détourné de son canal. Comme on vient de parler, les 600 milliards qui ont été l'année passée dédiés à la reconstruction de l'extrême nord, les populations de l'extrême nord n'ont pas encore entendu parler, mais cet argent a déjà été affecté. Mais il n'est pas disponible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut l'utiliser pour autre chose. Oui, et en plus, si je peux rajouter, c'est que quand l'État emprunte pour son budget, donc il y a une partie du budget, tu me dis si je me trompe, qui est rattachée, on va dire, au fonctionnement de l'État, et une partie pour l'investissement. Sauf que dans les investissements que font l'État, tous ces investissements ne sont pas toujours rentables, en tout cas suffisamment pour dégager de quoi avoir une économie florissante. Est-ce que ce n'est pas un problème de montant? Est-ce qu'au lieu de faire 8 000, il ne devrait pas prendre 15 000? Non, moi je ne suis même pas à ce niveau-là, je suis sur le choix de la finance. Par exemple, faire un stade de foot. Alors c'est quelque chose qui est très bien parce que voilà, ça améliore l'image d'un pays. Un pays peut accueillir des compétitions internationales, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent, en tout cas d'un point de vue économique ou moyen terme. C'est pas sûr que tu rentabilises un tel investissement sur le côté. Donc il y a la partie utilisation, mais je pense qu'il y a aussi parfois les choix stratégiques de l'État dans sa partie investissement qu'il peut faire. Bon alors, si je vous comprends bien tous les deux, c'est pas un problème de financement, c'est encore une fois les hommes. Alors, ce sont des décisions des hommes. Si on parle du défaut, pourquoi les États ont fait défaut? Il y a une notion qu'il faut maintenant intégrer parce que bon, là on parle quand même de finances publiques, on parle d'intérêt général, on parle de l'État, on parle d'instruments, on parle d'investissement. Et on ne peut pas parler des investissements sans rentabilité. On ne peut pas, que ce soit pour l'État qui ne cherche pas une rentabilité forcément financière, mais il cherche une rentabilité économique. Ça veut dire que quand il décide de financer une autoroute, c'est parce qu'il veut accélérer la libre circulation des biens et des personnes. Donc si vous avez donc levé un BTA de 700 milliards et que vous avez affecté ça à 15 projets routiers et que l'exercice d'après, vous êtes encore en train de refinancer les mêmes projets parce que vous ne les avez pas réalisés, il y a un problème qui se crée, c'est celui du déficit budgétaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la part dans votre budget que vous devez financer par endettement qui augmente. Et cette part-là, elle réduit les capacités de l'État à faire autre chose. Plus on a le déficit qui augmente. On a une règle ici, là, comme en France, en Europe, ils sont tous entendus sur le 3%, mais qui n'est pas respecté. Est-ce qu'il y a une règle ici? Bon, la règle ici, c'est qu'il faut faire moins de 70% d'endettement ramené au produit intérieur brut.
il faut consolider son budget, il faut avoir une consolidation budgétaire, il faut respecter un certain nombre de ratios au point de vue de l'action. Mais la chose la plus importante qui n'est pas surveillée, c'est l'effet. Je crois que c'est ce que Stéphane essayait de dire tout à l'heure avec ses expressions, c'est l'efficacité des ressources. Si on récupère 700 milliards, est-ce qu'on est sûr qu'on a utilisé ces 700 milliards pour les investir? Est-ce que l'investissement a déjà été réalisé et livré aux populations? Si on met de l'argent dans un poste de dépense et qu'on ne vérifie pas l'efficacité de ces ressources, chaque année on emprunte pour la même chose et finalement, et c'est ce que les États de la CEMAC font, et se retrouvent à emprunter pour rembourser. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ça creuse, ça démultiplie. Non seulement ils empruntent pour rembourser, mais en fait, ils n'ont même pas de quoi dégager. Je dis une bêtise, la fameuse route de 100 milliards. Quand on a déjà emprunté 100 milliards pour la faire et qu'on n'a pas réalisé, et là il faut rembourser les 100 milliards. On va encore s'endetter pour. Mais on ne va pas s'endetter de 200 milliards, on va s'endetter de 100 ou 110 milliards, dans lesquels il y a 100 qui vont être remboursés pour la première dette, et il ne restera que 10 dont on ne peut tout de même pas faire cette route. On est empêtré là, on est empêtré les gars. Et surtout que maintenant, avec la situation on a 3 pays qui ont fait défaut cette année, enfin l'année 2024 et une partie de l'année 2025, on a le Congo. On a eu un défaut sur le Tchad et je pense qu'on a eu quelques défauts sur la RCA. Alors ce qui se passe, c'est que ces États, comme elles n'affectent pas les ressources correctement et veillent à ce que les ressources soient bien utilisées et rendent compte des investissements, ce qui se fait, c'est que pour un ouvrage, on peut dépenser 2 ou 3 fois. Ouais. Et donc du coup, l'argent qui est censé venir donc de la croissance, il n'est pas là. On a plus de problèmes à gérer les problèmes existants. Et maintenant, comme il faut emprunter pour payer la dette, parfois on ne se lance pas dans l'endettement à temps. On attend, on se dit que bon, peut-être que les recettes vont être, et là suffisamment, elles ne sont pas importantes. Et au moment où on se rend compte qu'on a une échéance qui ne va pas être couverte par la liquidité, il est trop tard pour emprunter, on fait défaut 1 fois, 2 fois, 3 fois, et donc ça crée donc des problèmes. Alors ce qui se passe quand vous faites défaut en tant qu'État dans la CEMAC, c'est que la Banque centrale vous dit, soit vous remettez de l'argent, soit vous émettez un nouvel instrument pour payer le précédent. Voilà, l'échéance que vous avez ratée, soit je récupère dans vos réserves pour payer les investisseurs que vous n'avez pas payés. Donc l'État est obligé de s'exécuter rapidement avant que la banque ne saisisse ses avoirs qui vont diminuer les réserves du pays et qui peuvent avoir un incident sur la stabilité monétaire. Ouais. Donc l'État est obligé de s'exécuter. Et le résultat, il va s'endetter beaucoup plus cher. Il va s'endetter beaucoup plus cher pour pouvoir payer les dettes. Pour être attractif. Voilà. Donc il paye le premier taux, il emprunte le deuxième taux et le déficit se creuse parce que à chaque année, on ne fait pas le point de combien on aurait dû dépenser, ce qu'on aurait dû dépenser et est-ce qu'on a réellement fait les ajustements nécessaires. Donc, chaque année, ces pays donc de la CEMAC font les mêmes erreurs. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, on est à 10 années à peu près, depuis, nous sommes en 2025, ça fait à peu près 8 ans que le marché monétaire fonctionne très bien. On peut penser que les États ont emprunté au moins 10 000 milliards, puisque chaque année, chaque État emprunte à peu près 700 milliards. Le Cameroun doit emprunter autour de 700 milliards par an. Les autres, parfois, selon la taille de l'économie, un peu moins. Donc, mais quand vous regardez le volume de réalisation depuis 7 ans, vous ne voyez pas qu'il y a eu 7 000 milliards de réalisation, d'investissement. Au contraire, on a même l'impression qu'il y a moins d'infrastructures. Et du coup, le coût de l'infrastructure, on a l'impression qu'il est même surfacturé. Donc du coup, l'utilisation des ressources n'est pas efficiente. Donc c'est ce problème-là
C'est là qu'il faut aller chercher la réponse à la question que tu as posée tout à l'heure. Tu dis pourquoi les États font défaut. C'est parce que la question de l'efficacité de l'affectation des ressources ne se pose pas au niveau des dialogues. On dépense, point barre. Et on dépense cher. Aujourd'hui, l'État du Cameroun, sur un an, est à 6%. Sur ses bons de trésorerie à l'année, il est à 6%. Pour comparer, par exemple, le Bénin sur 15 ans, sur son 15 ans en devise, est à 6%. Wow. Presque 5. La Côte d'Ivoire a emprunté sur 7 ans à moins de 6%. Mais le Cameroun emprunte sur une année à 6%. Et là, le dernier emprunt en devise de l'État du Cameroun en juillet dernier, de 336 millions de dollars, qui était un emprunt pour payer une dette en devise. Ce n'était pas un emprunt pour faire de l'investissement, c'était un emprunt pour respecter les obligations de nos créanciers internationaux. Et le FMI était derrière l'État du Cameroun pour lui mettre la pression. Cet emprunt s'est fait à 10,75. Donc on a emprunté 336 millions de dollars à 10,75 pour rembourser, pour respecter des engagements de l'État sur la dette extérieure. Et ce qui a peut-être, on va peut-être revenir dessus, qui est encore plus grave, c'est que on a un comité qui suit l'endettement au Cameroun. Il y a un organisme qui s'appelle la Caisse autonome d'amortissement. C'est elle qui gère toutes les garanties souveraines de l'État. C'est elle qui engage. Et elle produit un rapport qui est publié, qui dit que l'État du Cameroun a près de 5 000 milliards d'engagements non décaissés. C'est-à-dire qu'on a engagé l'État du Cameroun, mais on ne décaisse pas l'argent pour l'utiliser. Alors L'argent, il est bloqué par les partenaires de financement qui ont accepté. Par exemple, je ne sais pas, Afrexim Bank nous donne 400 milliards, on paye des intérêts dessus chaque année, et donc cet argent-là qui est bloqué, qui ne nous est pas, qu'on n'utilise pas, il nous coûte 440 milliards par an d'intérêts. Donc on est obligé de dénoncer parfois certaines conventions pour être payé. Mais aujourd'hui, l'État du Cameroun débourse 440 milliards pour un argent qu'il ne décaisse pas. Est-ce qu'on sait pourquoi il ne le décaisse pas? Alors, ça c'est dans les montages des dossiers financiers. Il y a eu des conditions que l'État acceptait et qu'elle n'est pas en train d'être. Par exemple, pour la route Douala-Yaoundé, l'autoroute, il y a un certain nombre de dédommagements qu'il faut que l'État ait fait. Donc on parle plutôt, on résume ça dans les contreparties que l'État doit apporter pour pouvoir avoir son financement. Et l'État pêche sur la plupart de ces contreparties. Bon. Ailleurs, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre les contreparties dans le financement. Et c'est ça qu'on décaisse d'abord en premier, on réalise, et puis on vient. Mais tout ceci pose quand même le problème de l'affectation des ressources. On a l'impression que le coût du kilomètre carré, du kilomètre de bitume au Cameroun, il est passé des 1 milliard. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, on a l'impression que c'est un peu moins élevé. C'est toutes ces questions-là. Je crois qu'il y avait un rapport de 1 à 4 entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Exactement. Pour mettre un peu en perspective, parce que peut-être que ceux qui nous écoutent entendent des taux d'intérêt 6%, 10%, etc. Est-ce qu'on peut placer un peu le Cameroun dans un ensemble pour dire si nos taux sont très élevés, pas suffisamment élevés? D'ailleurs même, est-ce que 6%, un État qui emprunte, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que tu peux mettre un peu ces taux-là dans une espèce de, peut-être en comparatif, soit dans la sous-région, soit en Afrique, et peut-être même avec il nous disait qu'au Bénin, le même 6%, on le donne pour 10 ans. Donc tu as la même enveloppe, tu peux l'utiliser et la rembourser sur 10 ans. Et le Cameroun doit la rembourser sur un an. Tu imagines la pression que c'est pas 6% par an. 6% par an. Et l'État du Cameroun s'endette aussi cher aujourd'hui que des pays qui ont de moins bonnes signatures que lui. Oui, c'est ça l'information importante, parce qu'en fait, le Bénin est à 6%,
6% par an. Oui, en fait, les Sur informations. 15 ans. Voilà. Bah non. Le Bénin c'est 6% par an sur 15 ans. Le Cameroun est à 6% par an. Mais l'information, en fait, c'est que vu l'économie camerounaise, le Cameroun devait normalement emprunter à un taux beaucoup plus faible. Ouais. Est-ce Alors, que j'ai comparé ça au taux sur un an. Hmm. Le taux à un an, il est généralement à 2%, 3% quand l'économie est bien tenue. Voilà. Mais quand vous empruntez, généralement la règle en finance, c'est que il y a un rapport entre la maturité et le taux. C'est-à-dire que quand un État est bien noté, s'il veut un emprunt sur 5 ans, il doit avoisiner les 5%. Donc on voit que bon, maintenant, quand il est en dessous de 5, c'est que c'est vraiment un État qui emprunte bien. C'est-à-dire qu'il est bien tenu, les finances publiques, on ne voit pas le risque d'impayé. Mais quand un bailleur de fonds vous propose du 7% sur 5 ans, c'est qu'il se dit quand même que bon, il n'est pas sûr que vous allez bien gérer bien l'argent, donc du coup, votre notation, etc. Donc le rapport, il se fait au moment où on constate que mais le taux même est au-dessus de la maturité. C'est-à-dire que moi, je vais emprunter sur 5 ans, mais on ne me propose que du 7%, du 8%. Bon, si je veux du 5, on me dit, bon, descend à 3%, descend à 3 ans. Mais normalement, à 1 an, on est, le taux des BTA, il était autour de 2%, 3%. Bon, c'est vrai que les taux montent un peu. Mais emprunter à 6% sur 1 an, c'est énorme. Ça veut dire que je tourne 12 mois avec l'argent et à la fin, je vous donne 6%. Ça, c'est le taux qu'on fait à des commerçants, les taux sur les découverts. Mais pour un État, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et quand le Bénin, lui, prend ce taux de 6%, avec une durée de 15 ans, si le Cameroun, par exemple, demandait 15 ans, il serait peut-être à 18%. Vu qu'on lui donne 11%, 10%, 10,75 sur 5 ans, donc si vous multipliez par 2, vous avoisinez les 18% si l'État du Cameroun veut aller sur 10 ans. Donc le Bénin, lui, il réussit à avoir 6% sur 15 ans parce que les bailleurs de fonds apprécient la qualité de la tenue des finances publiques au Bénin, les affectations et les projets structurants qui sortent de terre. Et ça crée de la croissance. Donc aujourd'hui, je crois que en classement sur les taux d'emprunt en Afrique, on a des pays comme le Botswana, on a la Tanzanie qui a de très bons taux, et la Côte d'Ivoire est parmi les 5. Est-ce qu'on peut parler de l'impact? Parce que peut-être que le Camerounais ou le Gabonais ou l'Ivoirien qui entend que son pays emprunte à des taux énormes à cause, par exemple, de manque de clarté sur la gestion des finances, quel peut être l'impact d'avoir un pays qui emprunte à des taux aussi élevés et qui même emprunte pour rembourser les emprunts? Si on pousse un peu ce scénario loin, en quoi ça peut impacter, à ton avis, l'économie, peut-être la maman qui vend au marché ou le jeune entrepreneur qui a une petite industrie et qui vend ses produits sur le marché? Quel peut être le lien entre cette position, on va dire administrative, ces choix administratifs et le citoyen lambda? C'est très rapide, il le ressent tout de suite, parce que plus l'État fait du déficit, ça veut dire que plus il a du mal à boucler son budget pour réaliser, donc plus il va faire de la fiscalité. En allant chercher justement déjà dans les revenus de la petite maman qui va les payer. C'est-à-dire que l'État de manière générale, et je pense que peut-être comme qui en a parlé tout à l'heure, la règle des 3% au niveau du déficit public, mais quand vous ne respectez pas les ratios qu'il faut et vous montrez que votre déficit public il prend une courbe
plutôt, au lieu de prendre une courbe montante, il prend une courbe plutôt baissante, il a tendance à augmenter. Le comportement qui est induit, qui est naturel, et que chaque État, et que l'État du Cameroun fait actuellement aussi, c'est que on va chercher à augmenter les recettes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On tape sur la pression fiscale, on tape sur la maman, on lui dit que bon, vous vendez les beignets là, mais il y a aussi un nouvel impôt sur la farine là, qui va vous impacter. Il y a aussi ceci, il y a aussi cela, parce que l'État cherche comment faire rentrer de l'argent pour faire quoi? Pour payer les fonctionnaires, pour payer ses dettes, et puis pour chercher à investir. Donc voilà le lien le plus direct. Okay. On a entendu dans l'actualité, il n'y a pas très très longtemps, l'État, on va du Cameroun, si je connais un peu, qui me demandait maintenant des déclarations d'impôts systématiques, y compris aux gens qui sont dans la diaspora, etc. Il y avait eu un sujet comme ça, on demandait à tout le monde de déclarer ces impôts. Bon, évidemment, on n'a pas encore la déclaration, mais on a le sentiment qu'il y a une pression qui était mise un peu sur la diaspora, etc. Est-ce que ça rentre un peu dans les stratégies, à ton avis? Oui, c'est-à-dire qu'il veut récupérer de l'argent par tous les moyens, c'est ça, tous les moyens. Il veut élargir la base contribuable, il commence à chercher même les Camerounais qui sont des personnes physiques, même quand vous ne faites rien, on vous dit de déclarer. Voilà, y compris les chômeurs. Les chômeurs. Et puis on essaye de regarder, même dans les transferts, vous voyez que les transferts coûtent de plus en plus cher. Ouais, il y a un pourcentage qui est mis sur les transferts d'argent, sur les transferts à l'étranger, parce que si vous envoyez l'argent à l'étranger, c'est que vous en avez. Donc on va prendre un 2%. Sur les abonnements Canal+, on va prendre encore un peu. Donc on cherche des moyens d'élargir l'assiette contribuable et d'augmenter les recettes parce que au final, on prend des moyens. Est-ce que c'est pas plus simple de prendre plus d'impôts aux sociétés qui gagnent cet argent? De toute façon, c'est simple, hein. Si tu augmentes l'impôt de ces sociétés, elles le répercutent à leurs clients. Voilà. Donc à la fin c'est toujours le client qui paie. Alors, avant d'aller augmenter même celui des impôts des sociétés, il faut comprendre que c'est les seuls qui payent aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres aujourd'hui. L'économie étant informelle, on est tous au déclaratif, à la bonne foi. Donc ce sont les entreprises aujourd'hui qui supportent 80% des revenus fiscaux de l'État. C'est ces grandes entreprises-là. Les autres, l'État ne sait même pas où les trouver. Mais elles le collectent chez nous, c'est les grandes entreprises. Non, les grandes entreprises. En sachant qu'on va les taxer dur, ben, elles augmentent les prix, elles te volent. Quand tu as les opérateurs, on te vole dans les gigas, les mégas, c'est un vol organisé. Il y a une spirale qui se met en place. Il y a un circuit. L'État semble quand même contrôler le prix de certains produits. Oui, il y a des produits de première nécessité qui peuvent conduire à un soulèvement. Mais quand je regarde la consommation des gigas, tu peux tuer 5 gigas MTN jour, c'est 5000. Tu t'amuses, donc ça chiffre vite. Bon, en tout cas, Solution pour sortir. Voilà, solution avant de passer, parce qu'il y a un pont là, entre le financement et puis le problème d'énergie au Cameroun, que Stéphane va nous décortiquer tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, docteur? Ce sont les États qui doivent travailler. Les États doivent mieux gérer la finance. Quand vous affectez un centime, veillez à ce que la dépense ait produit l'effet. Oui, mais je veux dire, alors, on demande des solutions, mais ne faisons pas ne poussons pas dans un violon. Il faut, comme disait tonton Marco, pas que ce soit du pipi de chat. Il faut qu'on dise des trucs qu'on peut mesurer, réalisables. Est-ce que. C'est la seule chose à faire. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Si un État aggrave son déficit public et est obligé d'augmenter la fiscalité et la vie chère pour combler ses propres erreurs à lui, la solution, c'est toujours pour lui de mieux gérer ses finances publiques. C'est la première des choses. C'est pour ça que vous avez, au niveau de l'Europe, un gouvernement budgétaire.
une gouvernance budgétaire et qu'on est censé avoir au niveau de la CIMAC aussi une consolidation budgétaire déjà d'abord, pour qu'on sache qui ne suit pas les règles budgétaires déjà et qu'il y ait quelqu'un qui ramène les autres dans le rang, c'est le FMI qui fait un peu ce travail, mais lui, il le fait après coup, avec ses règles. Le FMI ne vous dit pas que vous avez emprunté, vous n'avez pas fait la route. Or, il faut aujourd'hui un gendarme qui dise aux gens que, écoutez, quand vous avez présenté des projets pour lever des OTA de 700 milliards, vous ne présentez pas ces mêmes projets deux fois. Si on n'a pas financé ça avec l'argent qu'on vous a donné, que vous êtes déjà en train de rembourser, ne revenez plus prendre l'argent sur le marché. Ouais, ça. Voilà. Si tu n'as pas fait ton hôpital, tant pis pour toi. On te le refinancera pas une autre fois. Voilà. Parce qu'ils prennent les États, parfois ils prennent deux fois. Vous pouvez voir l'État du Gabon qui prend sur le marché des liquidités l'argent. Et puis il prend aussi sur les obligations, il envoie aussi une obligation sur le marché boursier. Et c'est là le serpent se mord la queue. Vous retrouvez que en fait, vous croyez être malin, mais c'est toujours les mêmes banques qui souscrivent aux obligations avec la notation internationale qui vous donnent aussi de l'argent de ce côté. Et quand elle a acheté une OTA du Gabon ici, elle ne va pas venir encore acheter une obligation sur le marché boursier du Gabon. Donc du coup, les banques ont dit cette année qu'elles réduisent leur exposition aux risques souverains. Donc ça veut dire qu'elles vont financer de moins en moins les États. Et si elles ne le font pas, si elles ne font pas, qu'est-ce qu'il faut? C'est que l'État revienne au financement concessionnel. C'est-à-dire qu'il va aller voir les organismes internationaux qui prêtent peu cher, mais ces organismes sont très regardants sur l'utilisation des ressources. Elle ne veut pas vous prêter pour faire un pont sans vous amener la personne qui va faire le pont et elle va prêter l'argent à l'État et l'argent va aller dans la caisse de la personne qui réalise le pont quand il a livré le pont. Voilà, donc on se retrouve dans des cycles de projets qui mettent du temps parce que c'est il faut qu'un investisseur, un entrepreneur vienne avec ses propres financements, qui puisse réaliser l'ouvrage et ensuite présenter et aller se faire payer et recevoir. Donc on revient à des financements comme à des bébés, comme si on était des bébés. Des bébés, voilà, on ne peut pas te faire confiance. On ne peut pas vous faire confiance pour utiliser cet argent. Donc on va vous dire qu'on vous donne l'acceptation, mais allez lancer l'appel d'offres pour faire ce pont. Et quand vous allez gagner, amenez-nous la liste des prêts. Nous on choisit qui on va donner, qui va réaliser, et puis c'est lui qui va avoir l'argent. Voilà les méthodes qu'on va utiliser pour lui décaisser ça. Il fait la phase 1, on lui donne. Phase 2, on lui donne. Et puis, voilà, vous avez vos ouvrages. Donc, c'est à ça que nous sommes en train de revenir, puisque nous n'utilisons pas correctement nos deniers. Et donc, la solution, c'est quoi? La solution, c'est en partie de séquencer, de faire plus de concessionnels, c'est-à-dire que les financements, où on surveille réellement que ça va à l'objet. Et puis, deuxièmement, bon, en fait, il faut déléguer la surveillance. Voilà, que sur le marché monétaire, on ne finance pas un projet deux fois. Voilà, que les États aient des quotas. Je dis que ne viens plus ici pour emprunter, payer la dette. Ne viens plus ici pour emprunter, payer les fonctionnaires. Ne viens plus ici pour faire les routes que tu as financées 3 fois. Va chercher maintenant l'argent chez ceux qui surveillent les mauvais gestionnaires. Donc ça, quelques petites solutions comme ça. Bon, voilà, donc ceci nous emmène, c'est une belle transition sur le problème de l'énergie, des délestages au Cameroun. On avait commencé à l'évoquer la dernière fois, aujourd'hui on va le faire. Il nous reste une demi-heure d'émission, on va consacrer ça à comprendre donc, parce que si je comprends bien, on a des barrages, on a de l'hydro, Stéphane va revenir là-dessus plus en détail, mais on a dans la chaîne, à la fin, le consommateur final, et là on remercie Enéo parce qu'on a encore la lumière, ça peut pas durer. Ça peut pas durer, il faut aller vite. Donc voilà, on se retrouve que le citoyen camerounais, malgré 60 ans d'indépendance et une société qui s'appelait Sonel, aujourd'hui Enéo et tout ça, on n'a toujours pas d'électricité, c'est pas. C'est quoi le problème? On est maudit? Non, on n'est pas maudit. Il y a beaucoup de challenges à relever.
Dans le secteur énergétique camerounais, il y a eu beaucoup d'évolutions. Si on regarde dans l'histoire, si on regarde comment le paysage camerounais est aujourd'hui et comment il était il y a 20 ans, on va se rendre compte qu'il y a quand même eu beaucoup d'évolutions. Les raisons du délestage aujourd'hui, bon, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs raisons. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a 20 ans, on avait autant de délestage qu'aujourd'hui? Bon, il faut mettre ça en fait, il faut prendre la production d'électricité, la demande de production, il faut mettre ça en lien avec la croissance démographique. Voilà. Et que plus tu as des villes qui gonflent, tu as un taux de natalité qui explose, plus les besoins en énergie vont augmenter. Ça, c'est sûr. Et les investissements pour des grands barrages ne sont pas des petits investissements. Et donc, il y a à chaque fois des seuils critiques qu'il faut passer. Donc, aujourd'hui, au Cameroun, il y a quand même plusieurs sujets parce que les raisons pour lesquelles nous avons des délestages sont multiples. L'un des éléments qui sont souvent convoqués, si on prend en compte une déclaration récente du ministre de l'énergie qui a parlé du réchauffement climatique pour justifier. Et en fait, derrière, il y a quoi? Il y a le fait que l'essentiel de la production d'électricité au Cameroun est faite par des barrages hydroélectriques. Ces barrages, par ces rivières, ces fleuves qui alimentent pour l'essentiel, qui sont souvent des fleuves qui sont sous la Sahara. Ces fleuves-là, quand il fait chaud, quand c'est les saisons sèches, c'est des fleuves qui souffrent du phénomène d'étiage, qui est la baisse du niveau du fleuve, qui va avoir un impact sur la production dans la centrale, puisqu'il y a moins de débit et donc moins d'électricité produite. Bon. Ça, c'est la première raison. Alors, le Cameroun a essayé de régler ce problème à travers ce qu'on appelle des grands bassins de rétention où on va stocker de l'eau en saison pluvieuse, et quand la saison sèche arrive, lorsque on a un fleuve qui baisse, on va remettre, typiquement sur la Sanaga, on va remettre du débit dans le fleuve pour augmenter son niveau et son débit et permettre de conserver certaines productions. C'est le sens des projets comme l'homme Panga et autres. Bon, ça c'est la problématique technique au niveau de la production. Mais on a également d'autres problèmes qui sont liés, on va dire, qui sont des problèmes contractuels. Qui sont des problèmes contractuels et quelque part financiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a trois acteurs principaux. On a les producteurs, on a le transporteur, et public, voilà, qui est public. Les producteurs, il y en a plusieurs aujourd'hui. Le transporteur, il y en a un seul qui est la Sonatrach. Et puis, on a le distributeur qui aujourd'hui est exclusif, qui est Néo. Et donc, il y a souvent des sujets de paiement. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, c'est-à-dire que le producteur, il est payé par le distributeur. Mais au milieu des deux, il y a le transporteur et sa facture est dans la facture finale. Voilà. C'est ça. Bon, à la fin, on revient toujours à ce que le distributeur, s'il n'a pas payé la production qu'il a reçue et qui a été transportée, ben, du coup, voilà, les gars tout achète et maintenant, le distributeur aussi, il paraît qu'il dit que lui, il veut bien distribuer, mais le diable ne fait que... Voilà, c'est-à-dire que l'un des gros clients de Néo aujourd'hui, c'est l'État. Et le client Néo indique aujourd'hui qu'une bonne partie de son manque à gagner, facture impayée, provient de l'État. Et il utilise cet argument, le distributeur Néo, pour justifier le fait de ne pas payer et le transporteur et certains... Le transporteur qui est lui-même l'État. Qui est même l'État. Et donc, c'est l'un des sujets, par exemple, qui avait avec l'entreprise KPDC, qui a arrêté à un moment ses centrales en indiquant ne pas avoir été payé depuis. Je discutais une fois avec, je crois que c'était le directeur d'exploitation que j'ai rencontré à Yaoundé, et qui me disait que ça faisait quasiment 1 an et que la situation financière de l'entreprise, évidemment, devient critique. Donc, ça fait que, pardon, et dans l'un des conflits où KPDC réclamait son argent, on a vu l'État venir intervenir pour payer. Je crois même qu'ils ont payé directement KPDC. Il me semble alors que ça devient normalement passé par les caisses des Néo
Donc l'État a payé directement KPDC. Voilà. Donc pour dire qu'il y a aussi ce problème contractuel entre fournisseurs et clients qui justifie que dans une période de sèche où la centrale à gaz devait supporter le manque à gagner par exemple, et bien qu'elle ait des démarre par ses moteurs au motif de contentieux. C'est-à-dire que quand on n'a pas d'eau dans les barrages hydro, le gaz devrait prendre le relais. Voilà, doit supporter, voilà, doit se tenir un peu, et il ne le fait pas parce qu'il n'est pas payé. Et comme on dit souvent sur BFM Business, il attend d'être payé par celui qui doit le payer, mais celui qui doit le payer attend lui-même d'être payé par celui qui doit le payer. C'est ça. On n'avance pas. Mais est-ce que tout ça, à la fin du film, ce n'est pas l'État le problème? Bon, si on consulte les déclarations de l'État, l'État a commandité plusieurs rapports. L'État a conflit qu'il oppose à INEO sur les investissements que INEO aurait dû faire et qu'il n'a pas fait. Et donc l'État estime qu'à ce titre-là, quelque part, INEO lui doit, puisque l'État estime avoir fait un certain nombre de concessions en contrepartie d'investissements et que ces investissements n'ont pas été faits. Et donc, c'est un peu cyclique. L'État qui pense que INEO n'a pas respecté sa part du contrat, INEO qui estime que j'ai les factures que tu ne me payes pas, les producteurs qui se plaignent de ne pas être payés par INEO et la Sonatrach aussi du coup qui rentre en jeu, qui elle-même n'est pas payée par INEO, parce qu'elle est censée recevoir une facture INEO et qui elle-même aujourd'hui manage aussi cette difficulté-là. Il y a une dame qui travaille à INEO qui me disait, alors je n'ai pas les preuves. Il a des sources, il a des sources. Je n'ai pas les preuves écrites, mais elle m'a dit que la Sonatrach faisait partie, en fait, le fournissait elle-même, puis parfois faisait un peu du chantage. Voilà, non, c'est que le fournissait pas des nécessités à INEO parce qu'elle-même elle attend aussi ses factures. Elle fait le chantage. Si j'ai ton stock, si tu ne me payes pas, je ne te livre pas. Voilà. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où il y a des rapports de force. Il réduit le rapport de force au niveau du distributeur central parce qu'il a une situation monopolistique. Il doit avoir une pression pour payer ses factures. C'est ça. Il ne les a pas. Bon, l'État, même quand il paye ses factures, il ne paye pas forcément les fournisseurs. Donc, toute une chaîne est grippée à cause de la situation déficitaire du distributeur. Donc, du coup, il faut chercher des solutions alternatives. Voilà. Il faut augmenter la part du solaire dans les ménages pour que les ménages. Les ménages, c'est une petite partie du problème. Je pense que c'est toi qui avais dit ça. Les ménages, c'est vrai que ça y a un marché, on peut faire de l'énergie solaire. Mais aujourd'hui, le gros du gros, c'est quand même l'industrie. Et eux, ils font pas. Est-ce que vous pensez que les industriels souffrent aujourd'hui? Moi qui est bien placé pour être au pouvoir, est-ce que les industries, parce que j'ai l'impression qu'on privilégie les industries, c'est pour ça que les particuliers n'ont pas, dans le peu d'énergie disponible que l'ENEO peut pousser aux gens, j'ai l'impression que les industriels sont prioritaires. Alors oui, et c'est une bonne chose que les industriels soient. Oui, mais moi je suis dans le camp des particuliers à la dans le camp. Si, oui, ils sont déjà passés. Moi je veux la lumière chez moi. Déjà les industriels sont passés ça. Ça c'est déjà. Est-ce qu'ils sont passés ça? D'abord, si je reste sur la partie qui a des nécessités et on privilégie les industriels par rapport aux ménages, c'est une bonne ou une mauvaise, ça dépend de l'angle que tu prends. Si tu regardes l'angle purement économique, c'est une bonne chose parce que les industriels, c'est eux qui produisent ce qui va être commercialisé. Et c'est eux qui mettent les produits dans nos boutiques, etc. Donc c'est une bonne chose, ça fait tourner, c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, est-ce que les industriels souffrent? Je pense que oui, il y a des coupures. Quand il y a des coupures, vous pouvez le voir, il y a des coupures même dans certaines zones où il ne devrait pas en avoir, il y en a. Ce qu'il faut savoir, c'est que la demande industrielle au Cameroun par rapport à l'offre, c'est INEO qui avait publié ça. L'offre aujourd'hui d'électricité est insuffisante par rapport à la demande industrielle. Bon. Donc on est déjà en sous-capacité par rapport à... Il n'y a pas suffisamment pour les industriels, il n'y a pas suffisamment pour les ménages. Et le peu qu'il y en a, certains arrêtent de produire parce qu'il n'y a pas d'argent pour eux. 200 MW en capacité installée. C'est ça. C'est ça. Donc ça fait que il y a un duel, on va dire une bataille entre l'État, la société
sociétés de transport, les producteurs et les distributeurs. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est conseiller aux consommateurs. Peut-être pas à l'industrie, mais on peut donner des solutions alternatives aux consommateurs particuliers. Ouais, c'est-à-dire qu'il est quand même celui qui peut s'accommoder avec. Il a des palliatifs. L'industriel, il ne peut pas mettre 2 panneaux solaires et se battre. Voilà, malheureusement. L'industriel, oui. L'industriel aussi. Il faut de la fraude sérieuse. Alors, il faut savoir qu'on est dans une crise. Le système électrique est dans une faillite et il est au bord quasiment de l'arrêt parce que il y a dans les sources d'énergie aujourd'hui alternatives justement parce qu'il y a aussi le gaz naturel, il faut qu'on oublie le gaz naturel avec Gaz du Cameroun qui fournissait donc la plupart des usines en gaz et ça permettait d'avoir, et attention, à des tarifs administrés. Voilà, c'est des tarifs administrés. Donc du coup aujourd'hui, lui aussi en tant qu'opérateur, il a eu des problèmes avec Kineo parce qu'il avait antécorpé avec Kineo, il a dû arrêter la fourniture de gaz naturel à Kineo qui faisait fonctionner donc également ses centrales. Il fournissait directement les entreprises et là aujourd'hui ses réserves sont en train d'être quasiment atteintes. Donc du coup, on revient à Eneo comme partenaire central. Ou bien on va aller chercher des solutions alternatives beaucoup plus chères, comme par exemple Agreco. Je sais si tu connais Agreco. Oui, Agreco qui est un fournisseur de ce qu'on appelle de groupes électrogènes. Voilà. Il fournit des groupes électrogènes, même on fabrique aussi des moteurs, je pense. Non, Agreco ici au Cameroun, ils te mettent une centrale thermique dans ton installation. C'est ça qu'on appelle des groupes électrogènes. Voilà, qui te permet donc de fonctionner quand Eneo ne peut pas te faire fonctionner et tu leur payes un forfait. C'est une location de groupe, quoi. C'est une location de groupe. C'est Pour des le groupes qui sont comme des conteneurs 20 pieds ou 40. Oui, il y en a juste là, effectivement. Bon, est-ce qu'on peut regarder à l'extérieur, le nucléaire a beaucoup évolué, il y a les petites unités, les SMR, comme ça vous appelez ça. Oui. Je vois qu'il y a des startups qui proposent des solutions sur 4 mètres carrés qui fait du 400 MWh, 250 MWh. Est-ce que c'est des choses de l'ordre du possible ou bien on est encore toujours dans la fiction? Non, c'est de l'ordre du possible. Bon, s'il faut parler du nucléaire, des AMR et des SMR, qui sont 2 types de technologies différentes dans le nucléaire, leur particularité par rapport aux grosses centrales nucléaires qu'on connaît, c'est que ça permet d'avoir une centrale nucléaire à moindre coût d'abord par rapport au. On connaît qu'en France, les paliers 900 MW, 1200, etc. Là, les SMS, ça fait dans les 300, ça fait dans les 400. C'est pensé en Europe et même dans d'autres pays pour, par exemple, remplacer les centrales à charbon qui sont aussi autour de 300. Bon, le pays qui est très avancé dessus, c'est quand même la Russie. C'est la Russie qui a aujourd'hui une centrale nucléaire flottante qui alimente quasiment des villes. Mais on est encore en Europe en phase de développement. Chaque produit, chaque continent, parce qu'il y a les Américains qui développent des projets dessus, il y a les Français qui développent aussi des projets dessus, avec les Anglais, etc. On pense que c'est d'ici 2030-2035 qu'on aura un vrai prototype. Donc, on a fait que tout ce qu'on voit là n'est pas encore opérationnel, c'est ça? Non, c'est pas, c'est un outil. C'est pour ça que quand tu as vu, voilà, ils sont encore en phase de développement. Parce que j'ai vu Exana lever 15 millions d'euros, j'ai l'impression que c'est pas beaucoup pour créer, c'est pas. Non, c'est 10 milliards. Disons qu'en Afrique, on a ce qui est. On a la chance quand même d'avoir un certain nombre de choses. On a le soleil, c'est vrai que c'est assez exploitable. Le vent, bon, je n'ai pas beaucoup d'informations sur le vent. On a l'hydraulique qui, dans un pays comme le Cameroun, la capacité s'élève de 12 000 MW si on exploitait notre hydraulique. Maintenant, le nucléaire, on peut y venir. Il y a quand même. Mais notre hydraulique, c'est pas ça qui est déficitaire. Il y a l'eau, il manque les lits, ça ne suffit pas. Et puis après, ça nous ramène encore dans les circuits des autres, non? Oui, mais en fait, c'est un problème comment on appelle ça, d'anticipation. C'est-à-dire que normalement, quand tu construis une centrale hydraulique, je ne sais pas comment ils ont analysé les chiffres, mais l'étiage d'un fleuve
tu peux regarder les données sur 15, 20 ans, tu peux savoir. Et le fait que, alors est-ce que ça sert à graver, je n'ai pas regardé les données, mais normalement on devait penser, les projets comme Lompanga devaient être pensés depuis. Il faut quand même dire que le projet Lompanga, c'est quand même 6 milliards de mètres cubes, c'est censé restabiliser tout le fleuve Sanaga durant toute l'année pour avoir une production constante. Bon, maintenant, il y a d'autres projets qui sont en développement comme Kikot, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Kikot, Mevele. Voilà, il y a Mevele. Mevele même, Mevele aussi a eu son Natigal. Voilà, il y a Natigal. Il faut dire que bon, il y a encore quelques leviers. Bon, vous voulez nous dire qu'il y a l'espoir est permis. Oui, bien sûr, C'est mal géré, c'est mal géré. C'est mal géré. Ce qui est difficile ce qui est On est inquiet, nous on n'y croit plus. Hein. Donc si vous me dites que il faut, ça le Je financement. veux dire qu'il faut comprendre une chose. Je pense sous le contrôle de Stéphane. L'hydro est toujours sous le contrôle des Néo. c'est ça. C'est ça, on revient encore dans l'escarcelle des Quand on néo. prend le barrage de Sondoulou, il est opéré par les Néo. Quand on prend Natigal qui est autonome, lui il vend à les Néo. Voilà. Mais c'est pas transporté. Parce que Non, le problème même de Natigal, c'est qu'il n'est pas fini. il n'est pas Natigal est à 80%. Voilà. Maintenant, il était censé, dans son 80%, quand même venir régler le problème des autres. C'est qu'on est moins de délestage. Maintenant, si on fait plus fonctionner KPDC, du coup, même Natigal même ne suffit plus. Oui, bien sûr, c'est comme si on a enlevé. On a enlevé 200. Bon, ça veut dire que si je résume un peu, aujourd'hui tout ce qui est hydro, il y a toujours un néo qui circule. Il est au fleur des barrages. Il opère les barrages, il est au niveau des barrages et il est dans la distribution. Aujourd'hui, si on veut imaginer des alternatives, le nucléaire, c'est possible, mais il faut se laisser du temps. Il faut déjà voir ce que ça donne ailleurs. Même dans l'hydro, on peut déjà aujourd'hui imaginer des scénarios où le distributeur ne gère plus tous les ouvrages. Il est obligé d'assurer une capacité financière. Il a quelques 5 ou 6 concurrents qui achètent comme lui. Moi, C'est là où je veux en venir. Donc il faut ouvrir la distribution. Parce que l'une des clés, c'est d'ouvrir la distribution. Parce que si tu as un distributeur, nouveau distributeur qui arrive, qui a les poches profondes, qui ne dépend pas de quoi que ce soit, qui est en capacité de payer pour recevoir, peut-être que KPDC peut lui livrer à lui et ne pas livrer à Léon. Et à la fin, le consommateur a le droit. Il livre ici. Mais alors, est-ce qu'il ne faut pas une alternative aussi au niveau du transport? Parce que si tu as une alternative à la distribution, que tu peux payer ton fournisseur, mais que le transporteur est impliqué, ou bien si le distributeur paye, il paye la facture du producteur du transporteur. et du transporteur. D'accord. Tout est imbriqué. Mais si la facture, une n'est pas payée, ça veut dire que l'autre ne va pas le passer. Est-ce que technologiquement, moi je parle sous ton contrôle, moi j'en sais rien, est-ce que technologiquement, on est en capacité, on sait livrer, on sait transporter l'énergie pour donner à un deuxième distributeur et pas Eneo? On sait faire ça? On saurait faire ça? Oui, c'est pas compliqué. Par exemple, si l'État qui souhaite racheter les parts d'Eneo, parce que Eneo, les parts de l'État dans Eneo, c'est je crois 39%. Si l'État rachète les parts d'Eneo, aujourd'hui, c'est quoi les actifs d'Eneo entre autres? Tu veux dire les parts d'Actis? Oui, les parts je veux dire les parts d'Actis. Pour récupérer les 51 et les 49. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, dans Eneo, il y a Actis à 51% et l'État à 49%. Donc c'est racheter les 51% Voilà. de l'autre. Si l'État rachète les parts d'Actis, donc l'État redevient propriétaire de la distribution. C'est quoi les actifs d'Eneo? C'est l'adduction, donc c'est des câbles, c'est des poteaux, c'est les compteurs. Voilà. Et à partir de ça, l'État peut décider de faire un maillage et de dire ok, cette zone-ci, et les compteurs et les machins, c'est toi qui t'en occupes, cette zone-ci, c'est toi qui t'en occupes, cette zone-ci, c'est toi qui t'en occupes. L'État peut décider de le faire. L'État peut faire aussi comme en France, ça dépend peut-être, il faut peut-être déployer des outils spécifiques par rapport à ça, par exemple. On est à l'ère de l'intelligence artificielle, les amis. Voilà, en Donc, France, vous avez plusieurs. bien trouvée.
vous avez plusieurs opérateurs qui tapent autour à votre part pour vous distribuer de l'énergie. Donc je vous emmène tout de suite sur le troisième sujet, il nous reste 10 minutes d'émission. Comment est-ce que l'IA et les technologies peuvent nous aider à résoudre ce problème-là? Tiens, restons sur l'énergie. Restons là-dessus. Alors, l'IA, Parce que l'IA peut... parce que si tu regardes, Il y a un peu nous construire les centrales. si je regarde, on n'est pas encore là, on n'est pas encore là. Mais par contre, si je comprends bien tout à l'heure, vous avez parlé de mauvaise appréciation humaine, donc dans les décisions. Ensuite, cette décision a des répercussions sur les gestionnaires, à la fois du réseau, des centrales, du transport. L'autre a du mal à comprendre qu'au moins en saison sèche, le truc là va baisser, donc il faut déjà anticiper. Alors que tu parlais tout à l'heure de regarder des études sur les 15 dernières années, comprendre un peu comment se comporte tout ça, faire des projections avec le réchauffement climatique et tout ça. Voilà. Les supercalculateurs qui peuvent aider là-dessus pour peut-être leur donner un fine-tuning pour qu'ils naviguent moins à vue, ces gars. Alors, l'IA peut même payer les factures. Oui, l'IA peut faire plein de choses dans l'énergie. Pas forcément à une échelle aussi grosse que la gestion, mais si tu vas à l'échelle d'une entreprise, par exemple, l'IA peut te proposer une gestion optimisée en termes d'énergie de ton installation. Si tu as une usine, par exemple, tu as des équipements, l'IA peut t'aider à optimiser et même te dire où remplacer quoi pour optimiser ton fonctionnement, etc. Dans la distribution, l'IA peut très probablement être intéressant. C'est-à-dire que si tu as par exemple des soucis d'énergie et que tu dois décider de manière optimale où tu envoies ou tu n'envoies pas. Par exemple, qui est capable de payer, quels sont les revenus? Je ne sais pas ce qui guide la décision actuellement quand on fait, par exemple, quand on coupe ici, on coupe pas là-bas, et on coupe là-bas à telle heure et pas là-bas à telle heure. Je ne sais pas ce qui guide ce choix. Mais on peut bien imaginer que l'IA peut, de manière automatique, sur la base de critères faire des arbitrages, faire des arbitrages, etc. Peut-être privilégier. Parce que parfois, s'il y a un match de foot, on allume le stade, on coupe l'hôpital. Voilà. Peut-être que l'IA on peut s'asseoir et dire que bon, des nouvelles règles de distribution. C'est ça, l'IA peut apporter beaucoup, parce que l'IA, bon, il faut de la donnée, mais on peut bien imaginer. Je pense que si on rentre des données de Sonel et Néo, et on prend tous les gens qui y ont bossé, on peut abreuver une IA là et puis... C'est ça. Bon, pour que les gens sortent quand même avec des solutions, il faut savoir que si vous avez des problèmes de courant électrique, de délestage, vous avez l'opportunité, si vous avez une maison, d'acheter. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'installateurs. Franchement, il y a beaucoup de solutions. Les gens qui proposent des panneaux solaires qui vont vous permettre d'avoir la lumière, votre réfrigérateur fonctionne. Voilà, vous avez les chambres, les ventilateurs peuvent fonctionner. Ça peut parfois demander d'adapter un peu certains de vos équipements. Mais pour aujourd'hui, 2-3 millions, vous avez la possibilité d'avoir de quoi avoir suffisamment d'électricité. Et puis... 2-3 millions, Stéphane. 2-3 millions. Tu vis, tout le monde n'est pas comme toi. Il y a des gens ici, ils ne peuvent pas mobiliser 3 millions. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs que moi j'ai découvert quelque chose récemment en Chine. C'est une boîte qui fabriquait, c'est un sac, à l'intérieur vous avez du sel, donc vous mettez de l'eau salée, vous prenez juste votre eau, vous mettez le sel de cuisine, vous tournez, vous donnez des quantités, vous tournez, vous mettez dans ce sac. Solution miracle, tu prends ton fait, sel de cuisine, tu mets l'eau, tu branches la clim. Oui, bien sûr, parce que en fait, si tu sais voir comment le courant est créé, tu vois que voilà, les solutions salées sont très transportrices d'électricité. Ouais. Voilà, donc il y a des solutions comme ça. Il faut avoir aussi des lampes autonomes qui ont une certaine recharge. Voilà, non, mais alors moi, où je voulais en venir, c'est que peut-être que si les gens, parce qu'on reste des entrepreneurs, peut-être que si les gens n'ont pas les moyens de mettre le ticket d'entrée qui est toujours autour de 3, 5, voire plus en fonction de la superficie des domiciles et des logements, peut-être qu'il y a une opportunité pour des entrepreneurs qui peuvent, eux, lever des fonds, se faire conseiller, accompagner par des financiers, mobiliser des fonds et venir lancer une solution où eux, ils achètent et ensuite ils reloueraient à des populations pour qui 3 millions est peut-être trop élevé, mais qui peuvent payer 20 000 par mois pour avoir la continuité de l'électricité.
C'est ça, il existe des solutions. Vous pouvez vous-même construire votre centrale solaire. Alors, si elle fait une certaine puissance, vous pouvez revendre au distributeur. Encore, vous passez dans le circuit où. Je dis ce que dit la loi. En dessous d'une certaine puissance. Tu vends au distributeur qui lui-même doit aller vendre à un héros qui n'a pas payé. On veut sortir de ce circuit. Nous réfléchissons à des circuits parallèles. Mais par contre, ce que tu dis est pas mal, c'est qu'un entrepreneur peut venir monter une centrale avec avoir des équipements, des centrales en dessous de 5 pour ne pas être obligé de vendre au distributeur et maintenant trouver des stratagèmes. Nous, dans la startup, on est toujours borderline. Donc, il peut trouver des stratagèmes où il loue ses équipements. D'ailleurs, je le dis très bien parce que c'est des sujets qu'on a eu à étudier en profondeur dans le Startup Studio. Il y a cette possibilité de dire. Et puis, c'est pas un truc pour un seul acteur. Le marché est gros. Il y a de la place pour plusieurs acteurs. Donc, on peut avoir des gens qui viennent, qui arrivent à mobiliser 4-5 millions d'euros et qui viennent, qui investissent dans une centrale et puis dans des équipements qui vont maintenant, eux, vont peut-être les proposer à la location à domicile. Il y a des domiciles qui ont juste besoin de 2-3 ampoules et ils n'ont même pas besoin de ventilateur. Hein. Oui. Il y a des gens modestes. Tu as parlé de 2-3 millions en disant que c'est un montant relativement conséquent. Mais il faut savoir ce qu'il y a un vrai marché qui demande. On parle beaucoup du Cameroun parce que voilà, on est au Cameroun. Mais tu as un pays comme le Nigeria, où les coûts sont beaucoup plus importants qu'au Cameroun. Oh, ça, chacun son groupe. Beaucoup plus important. Une pollution terrible. La plupart des gens là-bas utilisent plutôt le groupe, les groupes électrogènes. Donc on sait ce que ça peut avoir en termes d'impact sur la pollution, etc. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'un entrepreneur comme ça, camerounais, il pourrait même aller étendre son business au Nigeria. Et puis devenir une alternative au groupe. Des idées de business qu'on va peut-être creuser. Bon les gars, je vous remercie. C'était très bien pour la première. On se revoit très rapidement sur BHB Business. On aura plus de BHB la prochaine fois hein, parce qu'au fil de la journée, on les consomme pour pouvoir s'inspirer. Retrouvez-nous sur la chaîne YouTube qui est déjà créée. Il y a les petits, là, les stagiaires qui sont déjà en studio pour ça. Et n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer les sujets qui vous intéressent. On va les décortiquer de manière simple, hein, comme on a fait là. C'était un peu technique les finances, mais on ne peut pas tout simplifier, sinon on n'aurait plus besoin de grands financiers. Mais en tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver. À très vite, à très bientôt les gars. Allons manger un poisson braisé. Cette fois-ci, on passe au poisson braisé business. J'espère que ça va.